Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 19 juillet 2024. Au sommaire cette semaine, on va parler de politique américaine alors que la Silicon Valley est en train de placer ses cartes pour l'élection présidentielle de novembre prochain. On va parler de création d'images et de vidéos par intelligence artificielle avec un des créateurs les plus talentueux de la planète dans le domaine. Et puis, je vous amène chez Google Montréal alors que le géant célèbre ses 20 ans de présence à Montréal. Sinon, mes collègues sont là. Il y a Stéphane Ricoul qui se préoccupe de l'avenir de NVIDIA. Et puis Jean-François Poulain, lui, nous propose une rencontre avec une nouvelle start-up québécoise. Et puis avant tout ça, on ira faire un tour à Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin pour parler d'actualité numérique avec lui. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Sinon, avez-vous eu l'occasion d'entendre mon nouveau projet 120 secondes de tech? C'est mon nouveau rendez-vous presque quotidien avec l'actualité numérique. Si vous l'avez écouté, vous avez reconnu ma voix, mais en fait, c'est mon double virtuel, c'est mon clone vocal. Ça ne paraît pas mais comme ça, mais ça fait des mois de travail que je planche là-dessus, puis finalement, on arrive presque à ce que j'ai en tête. Alors, j'avais le goût de commencer à l'utiliser. Alors voilà, c'est ce que vous entendez lorsque vous écouterez le podcast 120 secondes de tech, qui est d'ailleurs maintenant disponible sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, et puis évidemment à partir de moncarnet.com. Je vous invite à vous abonner parce que c'est vraiment autre chose que Mon Carnet. Et tiens, si vous avez un instant, si vous l'avez écouté, glissez-moi un mot pour me dire ce que vous en avez pensé. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Pablo Castro, Vincent Hamelin, Claudia Marcoux, Jean-François Néron et Éric Vaillancourt. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Très heureux de vous avoir comme ça avec moi et puis à tous, je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine et parler actualité. Le débrief transatlantique, comme chaque semaine, avec Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Bruno. Et Jérôme Colombin à Paris. Salut Jérôme. Et c'est cette séquence qui est diffusée simultanément, enfin pas simultanément, mais à la fois... presque. Moi, je suis certain qu'à quelque part sur la planète, il y a deux personnes qui écoutent la même chose, mais pas sur le même podcast. C'est quand même magique, hein? Dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde Numérique. Cette semaine, Bruno, je sais que ce qui se passe chez nous en Europe... turlupine et t'interpelle. Ouais, parce que, pauvre vous, une fois de plus, je vois que le GAFAM se venge. Parce que, vous voulez, puis on en parle presque à toutes les semaines, mais il y a cette capacité, cette volonté chez les Français, chez les Européens, de vouloir encadrer les gros joueurs de la tech. Et puis là, j'ai l'impression que coup sur coup, avec des nouvelles annonces qui sont faites par les Meta, par les Apple de ce monde, par les Google, chaque fois, on est en train de voir des nouveautés qui sont accessibles partout sur la planète, sauf en Europe. Et là, la dernière nouvelle, c'est Meta qui vient d'annoncer que son IA de voix, d'image, il n'était pas question de l'offrir en France et en Europe en général, parce que semblerait-il que ce serait trop complexe avec la exactement, merci, qui est en place. Tu veux dire qu'on est en train de se reprendre un retour de bâton finalement? Ouais, exactement. Ouais. Effectivement, c'est un peu déroutant parce que Apple qui retarde, Meta qui retarde, enfin on sait pas trop, c'est flou d'ailleurs, il retarde, mais moi je pense sincèrement que, alors d'un côté je suis un peu d'accord avec toi, on se dit zut alors, toute cette réglementation européenne qui est censée nous protéger, finalement elle est en train de jouer contre nous, nous empêcher d'accéder à ces outils qui, ils sont pas encore là, mais qui s'annoncent formidables, et donc qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester, on va avoir quoi, des retailles. Oui, il va falloir. Et s'il faut qu'on développe nous exactement la même chose, ça va prendre du temps. Donc, on risque de se retrouver un petit peu dans une espèce de cybermonde parallèle attardé, en retard. Tu as raison. En même temps, je pense que on les connaît, nos amis les GAFAM, qui ne sont pas des enfants de cœur. Ah non.
je pense qu'il y a aussi une part de chantage là-dessus, et une part c'est un peu aussi une manière de faire pression, de dire, puisque d'une manière générale, ils sentent bien que l'étau se resserre à tout point de vue, pour leur activité, et donc ils actionnent un petit peu tous les leviers qu'ils peuvent actionner pour résister. Et je pense que à ce stade, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe, mais je pense que la vérité est un peu entre les deux. On va perdre quelque chose et en même temps, ils jouent un peu aux idiots avec nous, quoi. Ouais, mais en attendant, le mot est peut-être fort, mais en attendant, j'ai l'impression que les Européens sont un peu les consommateurs. Je parle pas des parlementaires, quoique eux aussi c'est des citoyens, c'est des utilisateurs de ces produits-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes tenus un peu en otage. Oui, on est un peu pris en otage. Rancœur, c'est vrai, on est un peu pris en otage. Prends l'exemple tout simple de la nouvelle version, là, iOS 18, qui va sortir. En France, vous allez l'avoir, mais l'intelligence artificielle, elle sera pas là. Exactement. Oui, mais alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est pas aussi parce que Apple a un peu de mal à développer tout ce qu'ils veulent développer, y compris en français? C'est parce que la localisation de l'intelligence artificielle, c'est pas aussi simple que de localiser un programme. Il faut réentraîner les modèles, etc. Bon, écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'on va prendre un retard significatif, mais tu as raison de lever ce point et ça devient presque un vrai sujet. On va passer de presque un vrai sujet. Ah non, mais c'est un vrai sujet, je te le confirme. C'est un vrai sujet, ouais. Je suis sûr qu'on y reviendra. Ouais. On va passer de la période à nous sommes des colonies numériques des États-Unis à la période on est des otages numériques. Des otages numériques, exactement. Ouais, quand même, hein. Puis parallèlement, il y a cette autre information. Si on reste dans le domaine des IA, il y a Apple. Ça, c'est quand même quelque chose, hein. Il y a cette histoire qui est sortie où on apprend que Apple aurait entraîné son intelligence artificielle à partir des transcriptions qui sont disponibles sur YouTube. Alors là, moi, j'ai un problème. Ben oui, mais moi, j'ai un problème parce que, d'une part, et sans permission, là, ils ont donc été dans le dos d'un compétiteur à eux, Google, utiliser leur plateforme de vidéo et l'utiliser pour bonifier un produit qui est à eux. Ça, c'est déjà une offense importante. Mais en plus, qui met ce contenu-là en ligne? C'est pas Google, c'est pas YouTube. Ce sont les créateurs comme nous. Ben, effectivement. Bien sûr. Et donc, Apple est en train de voler ton contenu, mon contenu et celui de millions de gens pour bonifier un truc qu'ils sont en train par la suite de nous vendre des milliers de dollars. Quand même, ça prend du culot, hein? C'est incroyable. Mais en plus, c'est Apple. C'est-à-dire que c'est les gentils, entre guillemets. Oui, imagine, c'est les gentils, ça. Voilà, c'est les gentils, enfin ceux qui promettent de ne surtout pas exploiter nos données personnelles, etc. Alors, c'est vrai que là, ça fait un peu hold-up. Et t'as tout à fait raison, c'est un hold-up d'un géant contre un autre, et là encore, on est un peu otage en fait, de cette histoire-là. Mais tu sais, dans ce cas-là, moi, j'ai l'impression que ça sent le recours collectif. Et j'ai l'impression, écoute, c'est des millions de gens. Ça, c'est ton esprit nord-américain qui parle, là, parce que tout de suite, là, vous dégainez le recours collectif. Ben non, mais écoute, c'est clair. On y pense quand on a organisé 3 grèves et 2 manifs. Là, on se dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire en justice. Non, allons-y d'abord avec la justice, là. Elle est là pour servir. Non, mais écoute, c'est clair, on verra. C'est Apple qui parle toujours de sa transparence. Si on commence à regarder le trousseau qui a servi à faire la formation, tous les gens qui se sont fait violer le contenu, ils auront droit à une compensation. Alors, j'imagine que quand tu fais l'entraînement d'une IA, là, c'est pas une centaine de textes, c'est des millions de vidéos qui ont servi. C'est peut-être ça aussi, Bruno, le problème aujourd'hui, c'est que c'est la course à l'IA et toutes ces entreprises qui sont en train de développer des modèles, elles ont besoin de data, elles ont besoin de données, et il y a une espèce de course effrénée à la collecte de data. Et donc, au début, c'était un peu le Far West, et c'est comme ça qu'OpenAI, apparemment, se serait servi allègrement sur le web avec Wikipédia. Mais bon, Wikipédia, c'est de l'open source, mais aussi avec des articles de presse, style New York Times, Le Monde, etc. Mais les transcriptions de YouTube, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais ça montre bien que ça devient une ressource précieuse, voire peut-être une ressource rare si on commence en plus à mettre des sécurités, parce que si demain YouTube nous offre une petite case à cocher
Lorsqu'on publie une vidéo pour dire non, je ne veux pas que mon contenu serve à entraîner les IA des uns et des autres, ça risque de... on est en train de casser leur business model, en fait. Puis tu vois, avec cette explication-là, en tout cas cette histoire-là qui est en train de d'être exposée au grand jour, j'avais une petite pensée pour, encore nous, soyons égoïstes, les podcasteurs qui récemment ont eu droit à une belle nouvelle fonctionnalité chez Apple, la transcription des podcasts. Alors moi, là, il faut faire 1 + 1 = 2. Alors essentiellement, à quoi ça va servir les podcasts hébergés sur la plateforme d'Apple Podcast? À nourrir et informer l'intelligence artificielle d'Apple. Tu veux dire que on croyait qu'ils avaient fait ça pour nos beaux yeux et pour les beaux yeux, ou plutôt pour les belles oreilles de nos auditeurs, et tu veux dire que en fait ce serait pour eux? Ouais. Ah mais bien sûr, tu as raison. Mais c'est très fort, hein. C'est évident. Ouais. Bon, écoute, c'est pas joli, hein, monsieur Apple. Bon, puisqu'on est du côté des GAFAM, Bruno. On s'en fait un dernier là. Oui, allez, on s'en fait encore un. Alors, tu as vu, il y a Microsoft qui annonce un outil qui est pas mal. Alors, c'est un peu niché, comme on dit, c'est un peu spécialisé, mais c'est intéressant. Ils vont lancer une espèce d'outil de création graphique, un peu comme la plateforme Canva que moi j'utilise beaucoup personnellement. Donc, c'est assez intéressant ce truc-là. Ben oui, tu parles de Designer. C'était disponible sur le web. Si tu fais partie des rares personnes qui utilisent Edge, ça t'était proposé dès l'accueil. Là, ça faisait partie des choses. Il y avait Bing, il y avait Designer qui était là. Je pense qu'il appelle créateur ou création là, en français. Ouais. Et donc, ça fait un petit moment que c'était là, mais on savait pas trop à quoi ça servirait. Non, pour le moment, c'est pas payant. On peut l'utiliser comme on veut, c'est gratuit. D'accord. Mais là, donc, c'est ça. Alors, officiellement, l'offensive est lancée parce que Microsoft lance Designer en version iOS et en version Android. Exactement comme Canva l'a fait depuis un moment maintenant. Et puis, il faut savoir que et c'est là où j'ai hâte de voir dans quelques mois où ils vont être rendus, parce que Canva de l'an dernier puis Canva de cette année, c'est plus du tout la même chose. Quand on regarde l'évolution de cet outil-là, moi, j'avais la difficulté à l'utiliser l'an dernier. Et cette année, je pense qu'aux 2 jours, je suis sur Canva en train de faire une illustration, de retoucher des photos. Alors, Ouais, il faut dire un petit peu quand même, Bruno, ce que c'est que Canva, parce que effectivement beaucoup de gens connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas, parce que c'est donc une appli qui permet. Enfin, tout le monde a entendu parler de Photoshop. C'est un Photoshop facile à utiliser, je dirais. Et disponible à partir de l'Internet. Donc, on n'a pas besoin d'installer quelque chose sur son ordinateur, à moins qu'on veuille l'installer en local sur notre téléphone, là. Mais c'est ça. Alors, c'est la possibilité, c'est un éditeur d'images, un créateur d'images, puis c'est à la fois maintenant, c'est plus que ça, hein. Parce que maintenant, ils font la vidéo. Ils font la vidéo, ils font les présentations PowerPoint, l'équivalent d'eux. C'est devenu très, très large, hein. Mais c'est vrai que ce soit, par exemple, toi ou moi, pour faire des couvertures d'épisodes de podcast, des choses comme ça, mais aussi une mère de famille pour faire un carton d'anniversaire pour ses enfants, par exemple, une carte de vœux, enfin, les possibilités sont immenses, c'est hyper facile à utiliser, il y a des ressources, maintenant ils ont intégré l'intelligence artificielle aussi, qui marche pas très bien, hein, c'est-à-dire qu'on Non, il faut aller voir à l'extérieur. Il faut aller voir à l'extérieur, mais surtout, c'est une belle réussite, hein, c'est une entreprise australienne, Canva, et vraiment qui ne cesse de s'enrichir et de s'améliorer. Donc, mais ce qui est intéressant dans le paysage, c'est quand même de dire qu'il y a beaucoup de ressources, même dans la version de base qui est gratuite de Canva. Évidemment, si vous décidez de mettre les sous, là, vous allez en avoir encore plus. Mais là, de voir des designers de Microsoft arriver avec un service de base qui est aussi gratuit, ça va être intéressant de voir comment ça va se jouer. C'est une reconnaissance aussi pour Canva. Et ça montre qu'il y a un vrai marché aujourd'hui et qui est au-delà, je pense, justement, des professionnels purs et durs. Bon, Bruno, puisque c'était un tel plaisir de discuter avec toi chaque semaine et que vraiment les sujets sont innombrables, qu'est-ce que c'est que cette histoire de réseau social où on est tout seul avec des IA, là? Ouais, de l'impression, puis je te parle pas de X où il y a plein de robots qui génèrent du texte. Non, c'est un nouveau réseau social qui vient d'apparaître. C'est disponible en version mobile. Moi, je l'ai téléchargé. Je l'ai essayé. Ça s'appelle Aspect ou Aspect en anglais. Et c'est exactement comme tu le dis. C'est-à-dire qu'on est le seul humain entouré de bots, de robots, d'intelligence artificielle.
écoute, c'est horrible et non, moi je trouve que c'est une belle démonstration de où on est rendu maintenant, ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit qu'il y a des robots qui génèrent du texte sur les réseaux sociaux, ils disent non, mais ils imaginent pas. Alors quand on installe Aspect et on l'utilise en version gratuite, là, parce qu'il y a aussi une version payante, ça vous donne une idée de où on est rendu et comment il y a vraiment des machines qui peuvent se faire passer pour des humains. Ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, écoute, si on veut créer une chambre d'écho, peu importe le sujet, ben c'est le meilleur endroit parce que l'IA va vous parler de n'importe quoi puis va être toujours d'accord avec vous. Bon, toi, tu es toujours à la pointe. Je vais immédiatement aller télécharger Aspect pour en savoir plus. Mais prends pas la version payante, ça vaut pas la peine. Non. Garde ton argent pour ton abonnement Canva. Là. Exactement. De ton côté, Jérôme, de quoi tu parles cette semaine? Alors moi, cette semaine, je parle du Vision Pro, mais qui est finalement disponible chez vous. Oui, il vient de sortir en France. Et à propos du Vision Pro, en fait, j'ai rencontré une entreprise qui s'appelle LS Group, qui est spécialisée dans la création de contenu pour les casques de réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle. Ils travaillent déjà sur HoloLens, Oculus, Quest, etc., HTC. Et évidemment, ils ont sauté sur le Vision Pro pour savoir ce qu'ils pouvaient en faire. Et eh bien, apparemment, il y a des clients qui commencent à être très intéressés et qui commencent à réclamer des applications développées dans le Vision Pro. Donc, mon invité me raconte tout ça. Et puis sinon, je parle également d'intelligence artificielle appliquée à un secteur qui nous est cher à toi et à moi, qui est celui des médias et de l'information, avec Frédéric Filloux, qui est un journaliste, mais surtout un spécialiste aujourd'hui de l'histoire et du fonctionnement des médias, et qui s'interroge sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la manière de s'informer. Et notamment, il parle de ce qui va arriver peut-être un jour, en tout cas en Europe, sur l'iPhone avec Apple Intelligence, qui va un peu remouliner les informations et pour nous les présenter différemment, etc. Eh bien, lui, il a une théorie et il explique que ça va vraiment changer notre approche par rapport à l'information et changer notre manière de nous informer et d'utiliser les médias. Bon, ben, ça vaut la peine d'être entendu. Donc, j'invite mes auditeurs à aller faire un tour de ton côté pour entendre ça dans mon numérique. Tout de suite après votre écoute de Mon Carnet. Jérôme, je te souhaite de passer une bonne fin de podcast, puis on se retrouve vendredi prochain. Mon cher Bruno, je te dis à vendredi prochain et je te souhaite une très bonne fin de podcast. Salut. Salut. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé virtuellement par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Parlons politique américaine maintenant. Cette semaine, Donald Trump a annoncé son colistier lors de la convention républicaine de Milwaukee et c'est J.D. Vance qui deviendra son vice-président si, en novembre prochain, Trump remporte le vote. Je voulais en parler cette semaine parce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un d'aussi près du secteur de la tech américaine qui s'approche de la vice-présidente américaine. Il y en a qui vont probablement penser à Al Gore, mais lui s'est intéressé au monde de la technologie pendant son mandat de vice-président sous Bill Clinton. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il avait même affirmé à l'époque que c'est lui qui avait inventé l'Internet. Mais dans le cas d'Al Gore, il s'est fait une fortune dans le monde de la tech après son mandat de vice-président. Mais pour revenir à J.D. Vance, parce que c'est lui le sujet dont je vais vous parler, il est issu du monde des investissements de la tech, notamment en Silicon Valley. Alors, pour parler de lui, des gens qui sont autour de lui, on va aller rejoindre à Paris une journaliste qui partage comme moi deux intérêts, la politique et le numérique, mais elle, c'est une vraie connaissance approfondie qu'elle a de la politique américaine. D'ailleurs, elle la couvre sur différents médias. De ce temps-ci, on l'entend sur BFM. Bonjour Marjorie Paillon. Bonjour Bruno. Marjorie, si je te demandais de décrire J.D. Vance, il est qui pour toi? Alors, c'est un personnage très intéressant, figure-toi, parce que oui, on a à peu près tout dit sur J.D. Vance depuis sa nomination par Donald Trump et le fait qu'il ait accepté justement de figurer sur le ticket avec Donald J. Trump pour peut-être concourir pour une réélection le 5 novembre prochain, parce que c'est un des plus jeunes candidats à ce ticket qui a été nommé dans l'histoire même de la politique américaine, 39 ans. C'est une carrière relativement courte et pourtant déjà très longue sur les sujets qui nous, en tout cas, nous intéressent ensemble, Bruno, parce que comme tu le sais, J.D. Vance, c'est d'abord quelqu'un qui vient d'un État
les Appalaches, en l'occurrence, où il a vécu une vie très dure quand il était jeune. Il en a fait part dans déjà sa biographie à 39 ans, qu'il a écrit il y a quelques années maintenant, qui avait été un énorme best-seller du New York Times notamment, et qui, en français, peut se traduire par l'élégie des ploucs, ces ploucs qu'il faut savoir connaître pour essayer de décrypter la façon dont ils vont pouvoir pencher politiquement. Moi, l'élégie des ploucs, ça m'a surtout fait penser à un livre qui est cher pour moi en termes d'information et qui est paru des années avant celui de J.D. Vance, qui s'appelait « Pourquoi les pauvres votent à droite? What the matter with Kansas ?» et qui te donnait déjà des clés sur les États ruraux des États-Unis, de la façon dont cet électorat qu'on peut qualifier de, justement, peu qualifiés, c'est le cas de le dire, donc des white trash Americans, qui eux, finalement, ont été délaissés peu à peu par le Parti démocrate. Le Parti démocrate se concentrant finalement sur peut-être une figure un peu plus glamour de ses électrices et de ses électeurs. On reviendra d'ailleurs sur cette question parce que c'est intimement lié aussi à nos questions de technologie et de Silicon Valley pour le coup. Et comment est-ce que du coup il y a eu ce shift qui a été opéré par les partis de gauche, là par le Parti démocrate américain, et délaisser ses électeurs qui sont allés voir du coup de l'autre côté de l'aile politique. Si on t'écoute pas d'un côté, c'est assez logique d'aller voir ceux et celles qui veulent finalement entendre ce que tu traverses et ton retour d'expérience. Donc comment est-ce que, encore une fois, cet électorat de base des démocrates a shifté de la gauche à la droite, et c'est évidemment ce que décrit J.D. Vance aussi dans sa propre autobiographie. Il est parti de rien, finalement, c'est le American Dream, tu vois, avec le plus grand A et le plus grand D possible, parce qu'il est parti de rien pour arriver finalement à presque tout. C'est quelqu'un qui a fait ses études à Yale, à la Law School de Yale. Figure-toi que qui est aussi fait partie de ces alumni extrêmement prestigieux de Yale Law School. Oui, tu as Hillary Clinton, par exemple, tu as la juge Sotomayor, mais tu as aussi deux autres juges de la Cour suprême, Samuel Alito et Robert Thomas. Clarence Thomas, pardon, qui sont là aussi, qui font partie des nommés par Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis. Donc, le parallèle est intéressant, même si on peut pas, à ce stade, évidemment, accuser de collusion J.D. Vance et ces membres-là de la Cour suprême. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que tu le sais, en matière surtout sur cette élection et cette campagne 2023-2024, on a l'impression d'être littéralement dans une série Netflix ou HBO. Il se trouve en fait que l'épouse de J.D. Vance est clerc à la Cour suprême des États-Unis. C'est drôle, non? Coïncidence, ça. Mais si on en parle, c'est aussi parce que il y a toute sa filière technologique, parce que c'est intéressant qu'il va chercher une certaine partie du vote populaire, mais de l'autre côté, il y a ses accointances avec le monde de la technologie, et ça aussi, c'est pas banal, là. Alors, quand sur ce parcours de rien à tout, c'est aussi ce qui est dans le CV finalement de J.D. Vance aujourd'hui, c'est le fait d'avoir été un allié de la Silicon Valley. Est-ce qu'il le sera encore? Ça, on va en parler ensemble dans quelques minutes. Mais en fait, il fait ses premières armes en matière d'acculturation à la tech avec Peter Thiel. Mais quand il est justement étudiant à Yale en 2011, Peter Thiel vient délivrer un grand speech devant les étudiants de Yale Law School et J.D. Vance écrit à l'époque sur son, ce qui était un blog à l'époque, tu te souviens de cette époque des blogs, j'ai l'impression de parler de la préhistoire, et pourtant, à l'époque, c'était populaire. Donc, sur son blog de Yale Law School, il écrit justement un débrief de la rencontre qu'il vient d'avoir avec Peter Thiel, en expliquant qu'il lui a ouvert les yeux à la fois sur la question de la technologie, à la fois sur la question du marché, comment est-ce qu'on mène du business avec la tech, et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, le même J.D. Vance va travailler pour Peter Thiel. Une première fois dans un des fonds cofondés par Peter Thiel, ça c'est dans les années 2016-2017, c'est un fonds qui s'appelle Mitchell Capital et qu'il va donc co-diriger et commencer à faire ses premières armes en tant que venture capitaliste, capital risqueur dans la Silicon Valley. Et puis Peter Thiel va aussi ensuite abonder au fond de fonds d'un autre fonds que J.D. Vance monte, qui s'appelle Naria Capital cette fois-ci. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand J.D. Vance commence à avoir, fort de toutes ces armes finalement qu'il a faites dans, j'allais dire, une tentative de normalisation sociale américaine, ouais, c'est un petit peu ça quand même finalement, quand il a ses premières velléités politiques,
qui va aller chercher des fonds pour l'aider à mener campagne pour le Sénat de l'Ohio, enfin pour le poste de sénateur de l'Ohio au Sénat des États-Unis? Et bien justement, c'est Peter Thiel. Et aujourd'hui, alors, ce serait mal de ma part de le penser, mais tu connais mon esprit carabin en la matière, on se demande quand même s'il n'y a pas une attente de retour sur investissement du cercle de Peter Thiel, mais pas que. Dans le cercle de Peter Thiel, il y a David Sachs, qui a été le CEO de PayPal. En fait, on a l'impression que la PayPal Mafia, sans mauvais jeu de mots, hein, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, je ne me permettrai pas, mais on a l'impression que la PayPal Mafia attend son retour sur investissement quand il s'agit de JD Vance. Et il y a beaucoup de monde. Quand on parle de la PayPal Mafia, c'est vraiment le groupe qui a démarré là, à cette époque-là, mais ça va de eux, mais jusqu'à Elon Musk. Là. On parle vraiment d'un pan de la technologie dont on connaît et dont ces gens-là, cette génération d'entrepreneurs-là, maintenant, contrôlent les grands fils de la tech d'aujourd'hui. Il y a eu un espèce de triptyque ou de triumvirat, je ne sais pas comment le dire mieux, entre Elon Musk, Peter Thiel et David Sachs. Alors, David Sachs et Elon Musk, en l'occurrence, ils sont sud-africains de nationalité. Aussi, exactement. Donc, pour celles et ceux qui pourraient prêter des velléités présidentielles, surtout à Elon Musk, c'est pas possible en l'occurrence. Il peut pas se présenter à la présidence des États-Unis, tout simplement parce qu'il n'est pas né sur le territoire américain. Et ça, c'est une des conditions sine qua non pour pouvoir porter sa candidature. Mais c'est intéressant de voir que, encore une fois, tu as ce triumvirat qui va peu à peu, finalement, faire un peu comme une agence de talents, scouter des talents, poser ses pions, investir en fait dans des personnes pour peut-être un jour, on ne sait jamais, voir s'ils peuvent porter, pourquoi pas, leurs idéaux politiques un petit peu plus haut et dans les institutions américaines. Ce qui est assez paradoxal parce que, comme tu le sais, Peter Thiel, c'est le libertarien de la Silicon Valley en chef, ou le libertarien en chef de la Silicon Valley, et que dans la philosophie libertarienne, on plaide pour le moins d'État possible. Ce qui est aussi le cas aujourd'hui des républicains maguaïstes. Donc, Make America Great Again, vraiment la base trumpiste. Et aujourd'hui, et on le voit sur cette convention de Milwaukee, le Grand Old Party, c'est vraiment devenu la maison Trump. Ben, on verra au mois de novembre s'il entre à la Maison-Blanche, mais c'est quand même la première fois que le lobby de la tech ait réussi à placer son homme si près de la Maison-Blanche. Parce qu'on l'a vu dans l'industrie du pétrole, on l'a vu dans l'industrie du divertissement à une autre époque, mais là, on joue le tout pour le tout. Là. On a vraiment investi dans cet homme-là. Alors, oui, à ceci près, je vais essayer aussi de pouvoir donner d'autres arguments, me faire l'avocat du diable. Chez les démocrates aussi, en l'occurrence. Moi, tu vois, par exemple, je passe par une anecdote extrêmement égocentrique pour revenir sur notre sujet. J'ai commencé à couvrir la tech lors de la campagne de Barack Obama, sa première campagne en 2008. En fait, à l'époque, moi, je me concentrais sur la politique américaine parce que j'ai fait une partie de mes études en journalisme à Washington, D.C., à l'American University. Mais la tech était du côté de Barack Obama à cette époque-là. Oui. Ce qui m'intéressait à l'époque, même en tant que jeune journaliste revenu en France, c'était de regarder ce qui se passait du côté de ce qu'on appelait l'Internet à l'époque, ou les Internets au pluriel, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'étaient les plateformes sociales en 2008, pour examiner la façon dont elles jouaient un rôle en tant que marketing politique de campagne et voir comment elles faisaient finalement avancer cette communication aussi politique. Et en regardant cet outil-là, finalement tech, d'un peu plus près, je me suis aperçue qu'il y avait un Disneyland de l'innovation en Californie qui s'appelle la Silicon Valley et que là, il y avait une vraie industrie, bizarrement, avec une vraie économie et beaucoup d'histoires aussi à raconter. Donc, c'est comme ça, moi, que j'ai fait mon shift de la politique américaine à la tech en tant qu'observatrice, finalement, de ce phénomène et de ces sujets-là. Mais c'est assez révélateur aussi de la façon dont, à un moment, tu as aussi ces partis-là qui ont commencé à s'intéresser à la Silicon Valley en tant que force donatrice pour les budgets de campagne. Or, la Silicon Valley, en tout cas à cette époque-là, en 2008, et même 2004 précédemment avec Howard Dean, qui était le patron du Parti démocrate à l'époque et candidat à la nomination en 2004, ont finalement commencé à placer leur bille aussi auprès de candidats démocrates. Ce qui est intéressant, c'est que Eric Schmidt, qui à l'époque était le patron d'une entité qui s'appelait pas encore Alphabet, mais qui s'appelait Google, a été pressenti pour faire partie de l'administration Obama en tant que secrétaire d'État au commerce. Bon, il l'a pas été, comme l'histoire nous le dit aujourd'hui, mais il a quand même été shortlisté. Et tu as quand même toujours eu cette porosité entre le Parti démocrate, les administrations démocrates et la Silicon Valley. Mais, à contrario, tu as aussi d'autres grandes figures de pro de la vallée,
plutôt côté business infra en dur, si j'ose dire, avec HP par exemple. Meg Whitman, qui était la patronne d'HP à l'époque, a été la conseillère économie de John McCain en 2008. Donc, sur la même campagne de 2008 pour Barack Obama, côté républicain et John McCain, Meg Whitman faisait partie de l'équipe de campagne. Et si John McCain avait été élu, comme on sait, ce n'est pas le cas, n'a pas été le cas, elle aurait pu, elle aussi, faire partie de l'administration, d'une administration McCain. Donc, il y a quand même des allers-retours entre la politique, entre la vallée, avec plein de degrés, et aussi, ce que je trouve intéressant, de degrés business différents, qui jusqu'à présent faisaient que, finalement, ces grandes figures-là de la tech se rangeaient donc côté d'un parti ou d'un autre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on brouille les pistes, finalement. Ce que j'observe là, c'est qu'il n'y a plus forcément de segmentation de nos sujets tech qui font que tu peux te dire que tiens, telle ou telle figure de la vallée va plutôt se ranger derrière une étiquette démocrate ou derrière une étiquette républicaine. C'est plus si vrai, et notamment ici avec cette nomination emblématique de J.D. Vance en tant que colistier de Donald Trump. Quand on regarde le portrait, la technologie, les enjeux, là, les différents dossiers qui vont évoluer, mais qui sont déjà sur la carte, là, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les gens de la tech, d'avoir leur entrée comme ça, aussi près du président? Alors, c'est un peu paradoxal parce que l'agenda tech, en fait, de J.D. Vance, aujourd'hui, il est un peu brouillé. Parce que d'un côté, il peut faire des sorties sur les questions d'intelligence artificielle, par exemple. Il y a quelques jours seulement, avant même d'être nommé, il s'exprimait dans le cadre d'une enquête du Congrès sur la stratégie intelligence artificielle, en critiquant vivement OpenAI. Tu sais que, et on l'a tous vécu cet automne, c'était incroyable, ce week-end façon Festen au bord d'OpenAI, où en l'espace de 48 heures, Sam Altman est débarqué, puis réintégré par l'entremise de Satya Nadella, qui veut quand même récupérer en intérêt dans ces 13 milliards de dollars donnés à OpenAI. Tout ça pour dire que J.D. Vance aujourd'hui, il dit non, il faut mettre en avant, il faut s'appuyer sur l'open source en matière d'intelligence artificielle. Ça, c'est hyper drôle parce que moi, ça me rappelle beaucoup la position, je ne dis pas que c'est la même, mais ça me rappelle quand même la position d'un certain Yann LeCun chez Meta, qui plaide, et Meta a fait aussi un consortium avec 50 entreprises cette année, notamment IBM, pour plaider pour l'open source en matière d'intelligence artificielle. En gros, ce que dit J.D. Vance, c'est l'open source qui va nous prémunir des dérives potentielles de l'IA et de l'IA générative. Ça ne t'a pas échappé, ça te fait penser à un certain Elon Musk, qui à fréquence régulière fait des sorties pour nous dire à quel point les intelligences artificielles sont dangereuses pour l'humanité. Donc, il y a quand même, tu vois, ce discours est teinté au fur et à mesure, finalement, d'avis, d'arguments qu'on a pu lire chez les grands moguls de la Silicon Valley jusqu'à présent. Mais c'est paradoxal chez J.D. Vance parce qu'en même temps, alors qu'il soutient cette idée d'open source sur l'intelligence artificielle, il veut encore plus réguler les big tech. Et il a soutenu notamment les actions de Lina Khan à la FTC. Lina Khan, qui est la patronne de la Federal Telecom Commission des États-Unis, qui, elle, est une férue, j'allais dire un soldat de l'antitrust, qui est en train qui a lancé d'ailleurs plusieurs enquêtes cette année contre plusieurs big tech, notamment Google et Microsoft, mais pas que. Et puis surtout, regardez de très près ce que font ces big tech-là avec les billes qu'elles ont placées auprès d'entreprises qui font de l'intelligence artificielle comme OpenAI, comme Anthropic. Donc, elle est en train de regarder ça de très près. Et J.D. Vance, il nous dit il faut encore plus réguler les big tech, être très attentif à ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce que finalement, ils coincent les autres entreprises, les startups et les scale-up qui voudraient pouvoir se développer, ils les coincent aux entournures et ils les empêchent d'avoir accès au marché. Donc, c'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression que du coup, J.D. Vance est devenu Thierry Breton en l'espace de 48 heures, alors que a priori pas. Non, je ne peux pas dire ça. Mais ce qu'il fait aussi, et ça c'est très anti-Sam Altman pour le coup, il accuse aussi, dans les sujets d'intelligence artificielle, certains patrons de la Silicon Valley d'aller voir les régulateurs pour leur demander à être régulés pour pouvoir avoir encore mieux accès à la régulation qu'ils pourront coécrire. Donc, tu vois, il y a quand même des 50 nuances de J.D. Vance en matière de tech, et j'ose dire, et ça, il va falloir l'observer d'assez près, parce que, encore une fois, je ne veux pas présager de ce qui peut se passer le 5 novembre. On a encore de longues semaines à passer ensemble à parler de politique américaine, et littéralement, tout peut se passer dans cette campagne, on vient de le voir. Mais ça donnerait un agenda tech et business assez intéressant, assez contrasté. Et dans le même temps, on sait que Donald Trump a envisagé, est-ce qu'il l'envisage toujours, ça peut aller très vite aussi dans l'esprit de Donald Trump,
pourquoi pas de donner un poste de conseiller à Elon Musk s'il était réélu et s'il entrait à nouveau à la Maison-Blanche. On voit qu'Elon Musk, typiquement sur la tentative d'assassinat contre Donald J. Trump dans la nuit de samedi à dimanche, a été un des premiers à tweeter, c'est logique, c'est sa plateforme, mais son soutien à Donald Trump en disant « I embrace Donald Trump fully ». Donc vraiment, voilà, je lui apporte mon soutien complet, total et vraiment de plein exercice, si j'ose dire, et à être le premier aussi à distiller cette petite musique. Est-ce que c'était de l'incompétence de la part des services secrets? Est-ce que c'est finalement un acte délibéré? Donc, tu vois, il y a quand même des choses qu'il va falloir savoir lire au fur et à mesure dans la suite de cette campagne jusqu'au 5 novembre et au-delà. Mais c'est très intéressant de ce que ça nous dit aussi d'un changement fondamental, d'un shift fondamental en matière de politique et de philosophie politique dans la tech. Toujours aussi fascinant de t'entendre parler de politique et de tech. Marjorie Paillon, je rappelle, tu es journaliste spécialiste de politique américaine et de technologie. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir en parler dans mon carnet. Puis sinon, on te retrouve notamment sur BFM. Merci. Puis à très bientôt. Merci à toi, c'était un plaisir, vraiment. On demeure en France, mais on se déplace au sud du pays pour aller à Toulouse rejoindre mon prochain invité. Depuis bientôt 2 ans, je regarde de très près les outils d'intelligence artificielle générative dans le domaine de l'image, autant la photo et la vidéo. Et il faut avouer que je vois beaucoup de gens tenter l'expérience, mais c'est pas toujours heureux et puis surtout, on voit pas vraiment des résultats à la hauteur de ces outils. Mais depuis un moment maintenant, sur X et sur LinkedIn, je suis de très près un créateur français qui n'a vraiment rien à envier aux animateurs de Montréal ou d'Hollywood grâce à sa dextérité et à son maniement de ces outils d'intelligence artificielle pour créer des mondes virtuels qui nous présentent presque de façon quotidienne. Ça fait longtemps que je souhaitais accueillir Pierrick Chevalier dans mon carnet, puis finalement, c'est cette semaine que ça fonctionne. Alors, on va aller le rejoindre à l'instant à Toulouse. Bonjour, Pierrick Chevalier. Salut. Pierrick, avant de vous lancer dans la grande production, moi j'appelle ça comme ça là, parce que je vous suis presque au quotidien dans les productions que vous nous proposez à vos abonnés sur les différentes plateformes. Avant de vous lancer là-dedans, vous étiez et vous êtes encore aujourd'hui quelqu'un qui travaillait du côté du UX, de la production de contenu pour le numérique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la production à partir des IA génératives vous a interpellé? C'est une excellente question. Donc, en fait, moi, je suis un petit peu un couteau suisse. Donc, je me suis mis à mon compte en 2009. Donc, j'ai 42 ans. Et c'est vrai que j'avais commencé l'activité avant de me mettre à mon compte en 2005, où là, c'était l'âge d'or de Flash, où tous les sites Internet étaient faits en Flash. Donc, j'étais flasher, en fait. J'ai adoré cette période parce que justement, il n'y avait pas trop de règles. On pouvait énormément expérimenter. D'ailleurs, je retrouve un petit peu ça avec les IA. C'est ce que j'allais vous dire, c'est ça le contrôle. C'est que je retrouve le même plaisir que j'avais au tout début de ma carrière. Et après, en me mettant à mon compte, j'ai commencé à être sollicité pour former des entreprises que j'avais une grosse appétence sur certains logiciels Adobe, notamment Photoshop, Illustrator, Animate, donc Flash. Et je commençais à avoir des demandes de formation. Et en gros, oui, je suis designer UX UI, formateur sur des logiciels Adobe, mais après, j'ai fait pas mal de créa, d'affiches, de posters, de tout ce qui ferait une agence de com, en fait, typiquement. Et en fait, c'est que du moment qu'Adobe est passé à l'abonnement Creative Cloud, il y avait déjà une IA chez Adobe. Elle s'appelait l'ancienne, qui est encore présente en plus de la nouvelle. Elle s'appelle Adobe Sensei. Et j'ai vu que mon expertise, en fait, les choses qui étaient très compliquées, Photoshop, d'année en année, commençait à devenir, à mes yeux, grand public. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même, parce qu'avant, on devait faire ça à la main, ça prenait des heures. Maintenant, il y a un truc qui te détourne tout seul. Les cheveux, c'est pareil. Et donc, vient 2022, et donc l'arrivée de Midjourney. Je commence à suivre de loin, c'est février 2022 où c'est sorti la V1. V2, c'était pas ouf. Et l'été, la V3 sort. Et là, il y a un gros concours d'art aux États-Unis. Et dans les règles, ils n'ont pas parlé d'IA parce que c'était pas grand public. En fait, celui qui a gagné, c'est quelqu'un qui a utilisé Midjourney. C'était la V3. C'est Jason M. Allen, en fait. Et ça m'a interpellé parce que la V3, je payais pas encore Midjourney. Je faisais comme beaucoup, je créais des comptes Discord avec un mail, je testais, je trouvais ça pas mal, mais pas exploitable professionnellement.
Par contre, quand la V4 est arrivée en novembre, et en novembre, on a eu aussi ChatGPT qui est sorti, là, je me suis projeté. C'est-à-dire que j'ai vu déjà entre février 2022 et novembre 2022 ce qui était arrivé sur Midjourney. En quelques mois, l'évolution. Et ChatGPT, c'était que le début. Je voyais les possibilités, mais je me suis dit, bah, en gros, à terme, mon expertise ne me servira plus à rien. Si je me projette à plus ou moins le long terme, je servirai à plus rien. Parce que déjà que Photoshop et les logiciels Adobe, je vois que ça devient de plus en plus grand public. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, ben ok, c'est pas grave. Hein. En gros, tu as une expertise et tu as quand même un bagage, tu as des connaissances. Certes, le côté technique, tu ne vas plus en avoir besoin, mais ton bagage artistique va grandement te servir. Et du coup, mets-toi-y à fond. Alors, je m'y suis mis à fond. Au début, quand j'en parlais autour de moi, tout le monde me rigolait au nez, parce que quand ils voyaient les résultats de Midjourney, de ChatGPT, ils me disaient, ouais, c'est pas terrible, ça sera jamais utilisé. Maintenant, ils n'ont plus le même discours. Ils sont plus à me dire, tu pourrais nous former, quoi. Donc voilà pourquoi je m'y suis mis à fond. En fait, je me suis projeté sur le long terme. Et quand je vois là, au jour d'aujourd'hui ou en année, c'est allé 1000 fois plus vite que ce que je mettais, que mes projections mentales, en fait. Bon, c'est justement là où je voulais vous amener parce que je trouve ça intéressant. Vous avez vu la vague arriver, vous avez vu le tsunami arriver, puis vous avez dit, je suis mieux d'apprendre à nager et de prendre le courant parce que ça va arriver. Mais est-ce que vous, comme concepteur, vous étiez prêt à voir ces outils-là arriver? Non, la première semaine, quand j'ai pris l'abonnement de Midjourney en illimité, a été très compliquée parce qu'en une semaine, j'ai sorti plus de créa que de toute ma carrière, en fait. Et donc, j'ai 42 ans quand même. Donc, ça a été chaud parce que tous les styles, ils me les faisaient. Donc, dans ma tête, la première, ouais, ça a été assez dur psychologiquement de me dire, mais en fait, je peux pas la challenger. Elle est plus forte que moi. En une minute, elle me sort 4 créas. Donc, en gros, il faut que je devienne un dieu du prompt, en fait, que je mette toute mon expertise et les règles de composition, tout ce que je sais, tout mon savoir, je le mets dans le prompt, en fait. Et là, faut pas voir les IA comme des ennemis. Maintenant, pour moi, c'est des outils. C'est comme Photoshop, en fait. C'est un outil. Et quand on travaille main dans la main avec les IA, là, il n'y a plus de limite, en fait. Ouais. Si on a vraiment une bonne bagage artistique et qu'on travaille main dans la main, par exemple, j'adore faire des sessions de brainstorming avec ChatGPT. Je suis tout seul avec ChatGPT, mais les résultats que ça sort, à chaque fois, entre lui et moi, je lui dis non, là tu pars un peu loin, ça ne marchera pas. Donc, c'est hyper intéressant, sachant que à ce jour, ChatGPT, c'est que des statistiques. Il est con comme un balai. C'est des probabilités. Donc, même en étant con comme un balai, il est quand même très fort. Donc, je pense que le jour où GPT-5 va sortir, ou l'AGI sortira, là, il y en aura qui auront vraiment encore plus peur, parce qu'il y a les IA font peur, il y a des anti-IA. C'est très compliqué, en fait, à ce jour, je trouve, pour le moment, pour les IA, en fait. Mais j'aime bien ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que oui, certes, tout le côté technique maintenant, vous n'en avez pas besoin, mais il y a tout le côté créatif qui fait la différence. Quand je vous regarde travailler, quand je regarde le résultat que vous donnez, j'ai souvent l'impression de voir un cavalier avec une monture de haut niveau en compétition et vous êtes capable d'aller chercher le détail. Vous savez, quand on regarde une compétition de chevaux et là, on voit le cavalier qui est en train de faire des prouesses, de passer à côté, de sauter par-dessus des barrières, vous, on a l'impression que vous êtes capable, ou un coureur de F1, là, vous êtes capable d'aller tirer des choses de la machine que d'autres ne sont pas encore capables de le faire. Et la machine, elle est capable de vous rendre ça, mais c'est parce que vous êtes capable de pousser la machine assez loin. C'est le côté qui est rassurant en soi, et c'est ce que je dis. Par exemple, il y a un profil que j'adore former, c'est les photographes qui, au tout début, ont peur, ils se disent, ouais, j'ai plus de métier. Et en fait, je leur dis dès le début, mais en fait, vous allez être meilleur que tous les autres. Toutes les connaissances que vous avez de cadrage, la vitesse, les ISO, vous allez les mettre dans les prompts et vous allez avoir un plaisir qui est similaire justement au moment où vous shootez la photo que vous êtes en extérieur. Et au bout de quelques prompts, ils se rendent compte que tout ce qu'ils savent, ils le mettent en application et ils sortent des résultats qu'ils n'auraient jamais cru sortir en quelques heures en fait. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça aussi qui est rassurant parce que ça veut dire que le grand public, certes, peut faire mumuse. Les IA sortent pas des trucs moches. Donc, ils vont mettre un petit prompt, ça va sortir un truc sympa.
Mais en fait, le grand public ne pourra pas les exploiter professionnellement parce que ça demande quand même à ce jour, après on verra comment ça évoluera, mais il y a une plus-value à avoir un bagage artistique. Et c'est ce que je dis aussi parce que j'interviens dans des écoles. Donc l'autre jour, j'étais en master avec des élèves de l'ISA qui sont en master DA. Je leur dis, c'est pas grave, vous êtes techniquement sur le logiciel, vous n'êtes pas super fort. Mais en fait, on n'en aura plus besoin. Par contre, tout ce qui est sémiologie, tout ce qui est la culture générale, vous l'avez. Et vu qu'on va vers une utilisation des IA, ou qu'on va prompter, là, vous aurez une plus-value face à d'autres profils qui, eux, seraient des techniciens, mais qui n'auraient pas toute la culture générale, de la sémiologie, des règles de composition, de la typographie et tout le tralala, en fait. Oui, parce que l'IA générative aujourd'hui, elle répond à la qualité du prompt, ou à la qualité de la requête. Qu'est-ce qui fait, à vos yeux, une bonne requête? Qu'est-ce qui fait que vous êtes fier? Vous allez me dire le résultat, là, mais qu'est-ce que ça prend pour vous pour faire une bonne requête? En gros, moi, dès le début, quand j'ai commencé à les utiliser, c'est pour ça que j'ai acheté dès le début le nom de domaine Prompt Alchimiste. J'ai vu ça vraiment comme l'alchimiste, en fait, où on va fabriquer sa formule magique et chaque ingrédient peut avoir un impact vraiment positif ou vraiment négatif. Un petit mot peut totalement changer la donne. Et du coup, j'ai vachement appris. Il y a des termes que je connaissais même pas, des techniques photographiques du début du XXe siècle, ou même des effets comme le Kirlian Effect, c'est un mot-clé que j'adore, que je connaissais pas. Donc, en gros, même moi, en termes de culture générale, j'ai vachement progressé parce que j'ai creusé pour essayer de voir. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, quand il y a une IA qui sort, c'est y passer des heures et des heures et des heures, voir ses limites, en fait. Et du coup, j'aime vraiment aller au plus loin pour voir à ce jour ce qu'elle est capable de faire. Et après, ce que je vois, ce qu'elle n'est pas capable de faire, je le mets de côté. Je me dis, OK, quand il y aura une mise à jour, je retenterai ça pour voir si elle est plus performante. Mais quand on le prend de ce côté-là, on prend plaisir à faire ces formules magiques. C'est con à dire, mais je prends plaisir à fabriquer des prompts. Alors qu'au début, non, parce que je préfère C'est laborieux. Illustrator, créer à la main. Maintenant, non, parce que là, par exemple, il y a des milieux qui n'étaient pas forcément les miens, les vidéos. Moi, je connaissais After Effects, mais j'étais incapable de partager les trucs que je partage sur X avec les IA vidéo. Et là, je trouve ça incroyable parce qu'en gros, en une journée, on peut faire un atelier où le soir, tout le monde a un trailer, en fait, un teaser avec la voix off, la synchronisation labiale, la musique, les vidéos. Et ça, c'est quasi ouf de se dire que c'est que le début déjà. Et déjà, ce qu'on est capable de voir, là, ce que je vois avec les IA vidéo, pour moi, ça arrivé fin de l'année. C'est-à-dire là, les nouvelles IA vidéo, donc en nouvelle génération, on a donc du Dream Machine, on a du Kling et on a du Gen 3 et Sora qui va pas tarder à sortir. Donc on en a 4. Là, ce que je vois et qui est accessible, pour moi, ça va arriver à la fin de l'année. Donc là, je sais même pas ce qu'on aura d'ici la fin de l'année parce que le problème, c'est un enjeu social, c'est un enjeu économique aussi, et c'est la guerre entre les IA. C'est une bulle, en fait. Donc, tout le temps, il y en a des nouvelles qui arrivent, ce qui n'est pas forcément pertinent parce que écologiquement parlant, c'est pas ouf, les IA, et je vois peu de débats sur ça. Je vois des débats sur les droits, l'éthique. Mais le plus important, c'est pas ça, à mon avis. C'est que là, la planète, on la met droit dans le fond. Et je vois personne qui s'en inquiète. Donc, c'est facile. On va aux États-Unis pour avoir des levées de fonds. On dit qu'on fait un projet avec les IA. On aura des centaines de milliers d'euros pour sortir une IA. Mais il y en a déjà trop, là, en fait. Donc, il faut que la bulle, elle éclate et que vraiment, parce que même pour une entreprise, c'est très compliqué. Le budget, il est énorme, en fait, un abonnement. Donc là, moi, il me tarde qu'à un moment donné, ça se calme un petit peu et qu'il n'y en ait pas 50 000 et pas des nouvelles tout le temps qui sortent, en fait. Aujourd'hui, on est en juillet 2024. Si vous aviez à faire votre palmarès, quels sont les outils que vous aimez le plus utiliser parce que vous trouvez qu'ils répondent le mieux aux demandes, aux requêtes d'un créateur? En image, mon top 1, mais en gros, vu que je connais bien les IA, en fonction des thèmes, je vais choisir. Mais on va dire celui où je passe le plus de temps, c'est Midjourney. Je pense que je dois être à 80 000 images. Quand même. Ouais, je le saigne beaucoup. Enfin, tous les jours, il est en train d'être de mais là, vous nous gâtez. Il n'y a personne qui va se plaindre.
Et après, bon, il y a des freins, c'est-à-dire que Midjourney, je sais qu'il écrit mal, donc quand j'ai besoin de tomber un concept de poster, d'affiche, je vais pas aller sur Midjourney. J'aime beaucoup aussi Firefly, celle d'Adobe, pour tout ce qui est animalier, nourriture. Donc en gros, en fonction de la thématique, je vais naturellement dans l'IA qui m'intéresse. J'ai à peu près enfin les grosses IA d'images, je les ai. Donc en gros, en premier Midjourney, et si c'est des thématiques spécifiques, je vais taper dans les autres. Et après, en vidéo, ben là, je suis impressionné par Gen 3 avec les vidéos, avec les effets spéciaux sur les textes. Pour une alpha, je trouve ça incroyable. Surtout que ce qui est énorme, c'est que vu que j'ai passé des heures, des heures, des heures, ça va faire 2 semaines. En fait, je vois l'évolution de ce que j'ai fait la première semaine, ce que je fais la deuxième semaine et que là, ce que je sors. Et du coup, je me dis, putain, en 2 semaines, en fait, déjà, j'arrive à sortir un truc comme ça. C'est un truc de fou, c'est une alpha, quoi. En gros, à minima, je suis 17 heures d'ordi par jour depuis ces X derniers mois. Est-ce que vous regardez ce qui se fait en Chine? Avec Kling, avec l'IA vidéo Kling? Notamment, ouais. Ouais, je les regarde. Alors, elle, je l'ai pas utilisée parce que rien qu'avec Dream Machine et Gen 3, ça prend du temps. Et du coup, je me connais. Si je l'essaye, je vais rajouter encore des heures et des heures que je n'ai pas. Et Kling, à ce jour, aucune entreprise me demande des formations sur Kling. Donc, en gros, je ne vais pas devenir un expert sur une IA qui, je ne suis pas sûr qu'elle sera demandée par les entreprises. Les entreprises me demandent souvent Sora et je dis, mais Sora, ce n'est pas sorti. Donc, Gen 3, OK, Dream Machine, OK. Et dès que Sora sortira, pareil, je vais passer mes nuits dessus, en fait. Quand on est un créateur comme vous et qu'on a maintenant accès à des outils aussi puissants et qu'on est capable, seul, de créer des courts-métrages comme vous le faites au quotidien aujourd'hui, est-ce que le créateur se dit, j'ai un projet en tête et j'aimerais ça, moi, le faire? Votre projet à vous? J'en ai plein, mais le problème, c'est que j'ai pas vu venir tout l'impact de demande que j'aurais sur les IA, parce qu'avant les IA, j'avais un bon métier, j'avais je forme encore. En gros, j'ai pas lâché mes anciennes activités. Et donc, j'avais déjà beaucoup de travail et peu de temps libre. Et les IA m'ont pris beaucoup de temps. D'où le fait que les 17 heures par jour depuis des mois. Donc, des projets, j'en ai plein. Mais à l'instant T, il faudrait que je lâche énormément d'activités parce que j'interviens dans des campus. Je forme les entreprises. Après X, ça me prend pas mal de temps parce que je collabore avec pas mal de boîtes IA. J'ai la chaîne YouTube. Enfin, j'ai plein de trucs. Donc, quand j'aurai plus de temps, j'ai plusieurs projets, mais pour le moment, c'est pas possible à mettre en place. De toute façon, on regarde pas les news pendant une semaine, on est dépassé. Donc déjà, rien que la veille, c'est un taf quasi à temps plein avec les IA, en fait. Il y en a trop et tout le temps, elles se mettent à jour. Donc certes, on parle surtout des plus grosses, mais il y a des petites qui ont des super potentiels et que je suis aussi. Donc, tant que la bulle n'est pas éclatée, je m'acharne à être toujours à jour, en fait, et crédible. Comme ça, quand je vais former une entreprise, s'ils ont un besoin, même si l'IA, ils la connaissent pas, une petite, peut-être que c'est la petite qui va répondre à leurs besoins, en fait. Quand on parle des intelligences artificielles génératives, aujourd'hui, on parle seulement des grands joueurs, mais les petites IA génératives qui sont spécialisées, qui apprennent à partir de beaucoup moins de données, celles-là, dans certains domaines, sont drôlement plus efficaces que les grands joueurs qu'on connaît. Est-ce que vous avez beaucoup de confiance dans ce domaine-là en disant que pour vous, pour l'illustration, pour l'animation, l'avenir réside de ce côté-là plus que dans les grandes IA? Elles tiendront pas le rythme. C'est que déjà, là, toutes les petites vidéos qui sont les IA vidéo qui sont sur l'ancienne génération, ça va être dur de passer sur des résultats parce que pareil, c'est énormément de données, il y a énormément d'argent à mettre en place et les grosses, elles ont des investissements. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, toutes les petites, elles vont pas suivre la cadence des grosses, qui sont des voitures à 100, qui vont à ça à l'heure et qui ont énormément de moyens. Donc, certes, ça serait intéressant, mais il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau. Beaucoup, en fait.
Pierrick Chevalier, merci d'avoir pris quelques minutes dans votre horaire de premier ministre pour répondre à mes questions. Et puis, j'invite les gens à vous suivre sur les plateformes, notamment sur X, mais aussi sur LinkedIn où vous êtes présent, et puis votre chaîne YouTube. C'est fascinant de voir. On peut bien voir l'évolution de l'IA générative dans le domaine de la vidéo en vous suivant. C'est fascinant. Vous êtes une encyclopédie. On suit l'évolution de l'IA par vos yeux. Puis merci pour le partage, puis merci pour vos réponses. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir. Salut. Le temps passe vite, c'est pas moi qui va vous l'apprendre, et cette semaine, Google nous rappelait que ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont installés à Montréal. Au début, dans un garde-robe, tellement le bureau était petit, mais aujourd'hui, ils sont confortablement installés sur plusieurs étages dans un grand immeuble voisin de la Caisse de dépôt du Québec. Pour revenir sur 20 ans de présence à Montréal, je me suis entretenu avec Fabrice Jaubert. Il est le responsable du bureau de Montréal de Google. Qu'est-ce que ça représente 20 ans au Québec pour Google? On a commencé, on était littéralement, il y avait 4 personnes quand j'ai commencé ici et au départ, ils étaient que 3. Et aujourd'hui, on est des centaines et on a vu tout l'écosystème changer, évoluer, grandir et en fait, c'est formidable de voir ça. Et nous-mêmes, on est parti d'un seul petit produit. À l'époque, c'était Google Desktop. Et aujourd'hui, on est critique. On a une contribution critique dans des grands produits comme Chrome, la cybersécurité dont je parlais tout à l'heure, l'IA, un énorme centre de recherche en fait à Montréal, ici à Google, et aussi Cloud et puis le soutien commercial à tous nos clients Cloud à travers la province. Je trouve ça intéressant que vous le présentiez comme ça parce que il y a la vision qu'on a de Google à l'extérieur. Bon, Google, c'est un gros joueur qui est présent, on est honoré de la chose, mais de l'autre côté, c'est de voir l'intérieur du groupe Google, la place que l'équipe de Montréal a su prendre de par l'expertise qu'elle a développée. Ça aussi, c'est pas banal là, dans différents domaines, notamment tout le volet de la cybersécurité puis tout le domaine de Chrome. 3-4 personnes qui avaient une connaissance très très approfondie du système d'exploitation Windows, Microsoft Windows, et ça c'est devenu en quelque sorte le moteur sur lequel on a bâti l'expertise Chrome. Et de là, certaines personnes se sont diversifiées pour acquérir une expertise de cybersécurité, parce que Chrome, dès le départ, était bâti avec la cybersécurité en tête. C'était un des thèmes principaux. Et c'est devenu, pareil, un autre centre d'excellence du bureau. Et maintenant, on a une expertise à la fois de protection contre les arnaques, contre les logiciels malveillants, mais aussi reCAPTCHA, donc une expertise dans la protection des sites web. Puis c'est particulier puisqu'on parle de cybersécurité parce que il y a une cybersécurité qui protège les utilisateurs des produits de Google, mais il y a aussi un savoir-faire d'une équipe qui est à Montréal par rapport à la haute cybersécurité, celle qui protège l'ensemble du réseau de Google, puis ultimement protège les clients et les utilisateurs qui utilisent les produits. Ça aussi, c'est une expertise que vous avez développée ici. Que Google met beaucoup l'accent sur la protection interne de nos réseaux. Parce que c'est comme ça qu'on peut garantir la sécurité de nos utilisateurs, des données de nos utilisateurs. Donc il est extrêmement important d'avoir... Et on a une équipe de pointe qui est vraiment de renommée mondiale, qui protège les systèmes Google, les réseaux Google, les logiciels Google contre une attaque externe. Et cette expertise-là se traduit aussi, en même temps, ça nous aide à fournir des produits qui ensuite nos utilisateurs peuvent utiliser pour eux-mêmes. Parce que finalement, l'expérience se partage. Ça percole dans d'autres produits. Il y a quelque chose que je trouve important de mentionner qui est propre à Google, c'est l'importance que Google accorde à investir de son temps, de son expertise dans la communauté. Et ça, c'est pas toutes les entreprises qui le font. Et vous, depuis très longtemps, Google, et c'est la même chose pour Google au Québec, au Canada, c'est important que les spécialistes de chez vous accordent leur temps, leur expertise à des organisations, à des projets. Ça aussi, c'est pas banal. Ça fait des retombées, la présence de Google au Québec et à Montréal. Enfin, c'est vraiment dans notre ADN. Ça. Les gens qu'on embauche sont passionnés et veulent partager cette passion. Donc, par exemple, on veut démocratiser l'accès aux compétences informatiques. On se rend bien compte que le milieu de la programmation de haut niveau n'est pas forcément aussi diversifié qu'on voudrait
que ça le soit, n'est-ce pas? Et les gens ici sont passionnés et donnent de leur temps à eux pour aller, par exemple, donner des cours ou faire des présentations dans des écoles auprès des jeunes pour sensibiliser les jeunes, les motiver, leur donner le goût d'explorer l'informatique. Et souvent, ce sont dans des écoles qui sont dans des communautés qui sont sous-représentées dans le monde de l'informatique. Donc vraiment, et c'est à très long terme. C'est pas demain qu'on verra porter fruit, mais dans 10 ans, dans 15 ans, j'aimerais pouvoir regarder la classe finissante d'une école d'ingénierie à Montréal et de dire... Il y a un petit peu de nous là-dedans, le fait que c'est 50% de femmes ou 55%, pourquoi pas plus de femmes que d'hommes, qu'il y a des élèves, des étudiants, des communautés autochtones, par exemple. Ça serait vraiment un succès formidable. Mais depuis 20 ans, on la voit quand même, l'empreinte de Google à Montréal. On voit des gens qui sont passés ici. Il y a une école de pensée, il y a une école de travail, et ça fait partie de l'écosystème. Mais là, tournons la chaise de côté, on parle de Google qui est présent. Moi, j'aimerais ça savoir... Qu'est-ce que Montréal, qu'est-ce que le Québec apporte à Google? Une diversité de perspectives. Donc, il y a quand même vraiment une différence de pensée entre les bureaux qui sont en Ontario. Il y a un très grand bureau à Waterloo et le bureau de Montréal. On sent que l'ADN n'est pas tout à fait pareil. Le bureau de Montréal a un petit côté un peu rebelle, de parler, de dire son opinion, ce qui est quand même plutôt vrai à travers toute la société, mais à Montréal un peu plus qu'ailleurs peut-être. Et je pense que c'est vraiment utile. Et d'ailleurs, Google en général célèbre cette diversité. Hein. On veut encourager. Faites-nous profiter de vos perspectives, de votre culture. Et à Montréal, on s'en gêne pas. Et c'est pour ça que dans les différentes localités où on retrouve Google, on sent toujours l'ADN de l'endroit local. Hein. On sent que ça, c'est important dans votre écosystème. Et toujours d'avoir une espèce de mélange bien dosé de la culture d'entreprise, parce que c'est quand même une partie importante de notre succès depuis tant d'années, mais aussi de profiter, d'intégrer cette culture locale qui rajoute un nouvel élément, un nouveau point de vue, et en fin de compte, ça donne plus d'innovation. Ça fait 20 ans que Google est à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe de Montréal pour les 20 prochaines années? De la croissance bien réfléchie. Donc, c'est pas juste la croissance juste pour grandir des chiffres, mais c'est pour pouvoir s'attaquer à des nouveaux problèmes, à régler des problématiques de société et aider la vie de tous les Canadiens, puis même aussi du monde entier dans leur quotidien numérique. Donc, par exemple, cybersécurité, sécuriser de plus en plus les gens en IA, leur faciliter la vie, Chrome, rendre l'expérience de navigation plus simple, plus rapide, etc. On vous souhaite bon anniversaire à vous et votre équipe. Merci beaucoup. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse à NVIDIA, le fabricant de cartes graphiques qui connaît une croissance fulgurante due à toute cette folie entourant l'IA et leur produit qui est au cœur des serveurs qui permettent cette révolution. Stéphane Ricoul se pose la question, est-ce que NVIDIA va crasher? On l'écoute. NVIDIA peut-elle crasher? Il faut rendre à César ce qui est à César. Le 14 juin dernier, alors que j'étais invité à participer au balado « Prends pas ça pour du cash » sur Cube, Francis Gosselin, qui en est l'animateur, m'a posé la question suivante. NVIDIA vend ses puces à des entreprises qui ne génèrent pas aujourd'hui beaucoup de valeur avec l'intelligence artificielle et qui sont financées par du capital risque et perdent énormément d'argent. Y a-t-il donc un risque de voir un jour NVIDIA crasher? Sur le coup, n'y ayant jamais réellement songé, je me suis retrouvé un peu surpris et un peu pris au dépourvu, formulant une réponse comme quoi, oui, c'était envisageable, en prenant comme angle celui de l'évolution rapide de la technologie qui pourrait faire en sorte que NVIDIA soit disruptée si elle ne s'adaptait pas assez rapidement, ne faisait pas preuve d'innovation constante. Pour asseoir mon argument, j'ai évoqué la potentielle arrivée un jour d'une informatique quantique de masse, nécessitant probablement d'autres types de microprocesseurs qui pourraient être fabriqués par un autre joueur. Ne lâchant pas prise, Francis Gosselin est revenu à la charge, me parlant de pertes financières colossales de certains joueurs dans le monde de l'IA qui finiraient bien par avoir la peau de NVIDIA.
et j'esquivais en prenant cette fois-ci en exemple Amazon qui a bâti son empire sur cette notion d'accepter de perdre initialement des fortunes avant d'en engranger d'autres beaucoup plus importantes. Seulement voilà, cette question m'est restée dans la tête, merci Francis. Et depuis, vous me connaissez à présent, j'ai lu sur le sujet. Donc voici une réflexion sur la question de Francis, Nvidia va-t-elle crasher? Force est d'admettre que l'ami Francis n'est pas économiste pour rien. Le premier point qu'il faut comprendre est que même si l'intelligence artificielle a le potentiel de créer une très grande valeur économique dans les années à venir, le coût actuel pour créer les infrastructures nécessaires à son bon fonctionnement est tout simplement gigantesque et se retrouve concentré auprès des géants technologiques que nous connaissons bien. C'est David Kahn, analyste chez Sequoia Capital, qui, sur ce point, soulève des questions importantes quant à la pérennité de ces investissements. Il note en effet un écart significatif entre les attentes en matière de revenus liés à la mise en place de l'infrastructure de l'IA et la croissance réelle des revenus dans l'écosystème de l'IA. Pour mettre un chiffre sur tout ça, en 2023, alors que la pénurie des GPU, les unités de traitement graphique, faisait rage, il estimait à 200 milliards de dollars les revenus annuels de l'IA nécessaires pour amortir de tels investissements. Près d'un an plus tard, ce chiffre est passé selon lui à 600 milliards de dollars par an. Son raisonnement est le suivant. Il part du principe que pour chaque dollar dépensé pour un GPU, environ $1 doit être consacré au coût énergétique nécessaire pour faire fonctionner le dit GPU dans un centre de données. D'ici au 4e trimestre 2024, les prévisions de revenus des centres de données de Nvidia devraient s'élever à 150 milliards de dollars. Il prend cette prévision de revenus et la multiplie par 2 pour refléter le coût total des centres de données d'IA. Il multiplie ensuite ce chiffre de nouveau par 2 pour refléter une marge brute de 50% pour l'utilisateur final du GPU. Le résultat final est de 600 milliards de dollars de revenus à vie devant être générés par ces GPU pour rembourser l'investissement initial. Donc en gros, pour lui, les dépenses d'IA dans les centres de données s'élèvent à 300 milliards de dollars et les revenus d'IA nécessaires pour le remboursement s'élèvent à 600 milliards de dollars. C'est peut-être pourquoi, au moment où j'écris ce billet, l'action de Nvidia a terminé sa semaine boursière en baisse de 1,92%. Doit-on y voir quelque chose qui ressemblerait au début de la fin? Elle est passée d'une recommandation d'achat à une recommandation neutre, même si du côté de Wall Street, 89% des 72 analystes qui couvrent Nvidia en recommandent encore l'achat selon Bloomberg. Mais cela reflète néanmoins une lecture des analystes qui voient en elle un potentiel de hausse limité sur la base de la chaîne de valeur et qui, de surcroît, n'interviendra que dans un scénario haussier dans lequel les perspectives au-delà de 2025 augmentent matériellement, ce qui n'est pas aujourd'hui particulièrement réaliste pour les analystes. Bref, après un rallye de 160%, la prudence est de mise. Nvidia ne sera donc peut-être plus la meilleure action à détenir à l'avenir pour profiter de la manne de l'IA. C'est ce qu'il faut en conclure. Et si finalement, le domaine de l'IA était réellement surestimé? C'est ce qu'a suggéré James Ferguson, associé fondateur du MacroStrategy Partnership, dans le dernier épisode du podcast Marine Talks Money de Bloomberg, jugeant que l'intelligence artificielle n'est encore qu'une expérience coûteuse, que les actions liées à l'IA sont une bulle et que Nvidia pourrait finir comme Intel ou Cisco, les chouchous de l'ère de la bulle Internet. Souvenez-vous. Il base sa pensée sur le fait qu'en date d'aujourd'hui, seule une poignée d'outils basés sur l'IA ont réussi à réellement percer le marché, que les grands modèles de langage manquent de fiabilité et que les grands programmes d'IA sont trop gourmands en énergie. On peut pas lui donner tout à fait tort. Et pour lui, plus la technologie est de pointe, plus l'obsolescence de celle-ci est rapide. Il fait le pari que pour la prochaine bulle technologique, il y a des chances que Nvidia ne soit même pas dans un second rôle. Alors, tout ça pour dire que je lève mon chapeau à Francis Gosselin, d'une part pour sa vision et son analyse plutôt du genre précurseur, mais aussi pour avoir osé poser une question alors que la plupart d'entre nous regardons ce marché aveuglé par la brillance du succès de Nvidia et par son éclatante croissance. Et Francis,
Je m'adresse à présent directement à toi. N'hésite surtout pas à me réinviter à ton micro, me poser la question qui tue, dont je n'ai qu'une réponse partielle, car ça m'alimente intellectuellement et, je l'espère, nous fait tous aussi un peu grandir dans notre lecture de l'économie numérique. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu reviens sur la semaine dernière alors que tu as été passé quelques jours au Startup Fest qui se tenait à Montréal et tu as rencontré bien des gens là, lors de cet événement-là. Ben oui, exactement. C'était intéressant. Startup Fest, donc c'était du 10 au 12 juin dans le Vieux-Port, dans les nouvelles installations très sympathiques avec la grande tour vitrée à l'arrière. Où il y avait des conférences. Oui, c'était assez impressionnant. Il y avait des conférences là-dedans aussi. Écoute, évidemment, c'est le festival du pitch. Hein, on pitch à toutes les minutes. Il y a des stages un petit peu partout. Il y en avait un pour 2S LGBTQ. Il y avait pour les Noirs. Il y en avait pour les femmes. C'était assez impressionnant de voir toutes les clientèles comme ça qui pouvaient recevoir littéralement des montants ou aussi devant faire des pitchs pour prouver leurs points. Il y a eu des gagnants dans chacune des catégories. Il y avait des bons montants quand même. Là, pour les femmes, ça allait de 100 000. Je pense pour LGBTQ, c'est de 2S LGBTQ, pardon, c'était 60 000 si je ne m'abuse. Donc encore là sur des pitchs et tout ça. Donc c'était intéressant, mais c'est quand même un peu une foire. Hein? C'est la foire du pitch d'une minute sur lequel on va donner quand même pas loin de 100 000 $. C'est impressionnant. Les startups qu'on y voyait étaient beaucoup autour du bien-être. Il y en avait sur du maquillage, la santé, beaucoup. C'était impressionnant, mais on n'est pas nécessairement dans des domaines industriels. Hein. On est vraiment dans du front-end ou dans de l'application sur le mieux-être, etc. Donc, pour moi, en tout cas, c'est toujours un petit peu décevant parce que j'aime bien les choses qui sont très complexes. Mais là, on va vraiment chercher sur... là où on pourrait avoir une traction rapide, on dirait, sur les êtres humains. Oui, c'était pas mal ça qui sortait quand on regardait l'image d'ensemble. Mais parmi tous ces gens-là, il y a une startup qui a attiré ton œil et c'est les gens qui sont derrière Sensor. Oui, ben, plusieurs en fait, mais effectivement, j'ai eu l'occasion de parler avec Olivier O'Neill, qui est un des 3 fondateurs de la compagnie de la start-up Zensor, effectivement, qui est une compagnie québécoise. Lui est originaire de Suisse et il est venu rejoindre sa maman canadienne d'origine quand il avait 15 ans. Et là, ils sont 3 associés à avoir débarré ça. Et c'est une start-up qui, tu sais, moi, comment j'aime ce qui est Internet des objets. Bon, moi, j'ai fait partie d'une start-up qui était là-dedans, mais j'ai fait aussi beaucoup d'entrevues là-dedans parce que c'est de l'interface humain-machine. Quand on dit, on a des capteurs dans une maison qui captent la présence de l'humain à un endroit ou à un autre, ben c'est ça qu'ils vont faire eux. Et ils le font dans une optique de santé, de parents qui commencent à être vieillissants ou même juste des personnes seules, comme moi par exemple, qui voudraient mettre des capteurs un petit peu partout dans la maison et qui, à un moment donné, vont avertir une personne au bout de la ligne que la personne ne bouge plus dans la maison. Elle n'est pas tombée, c'est pas un capteur d'impact, c'est vraiment des capteurs de mouvement. Ouais. Il y en a un qui peut mettre dans le réfrigérateur, donc tu sais si le réfrigérateur est ouvert ou ferme. Donc, il y a ça. Puis bon, je pose des questions aussi sur l'arrivée de l'AI, la captation des données, etc., etc. C'est une startup qui est naissante, qui commence à, je pense qu'ils doivent aller aussi chercher leur financement, l'attraction qu'ils ont. Ils examinent un petit peu avec des méthodologies intéressantes que tu sais qui m'intéressent, de savoir c'est avec qui, c'est qui leur public qui va s'intéresser le plus. C'est les résidences de personnes âgées, c'est-tu les personnes indépendantes qui vont acheter ça. Moi, j'ai un petit faible pour l'idée de penser que ça va être des résidences de personnes âgées. Bon, ben on va aller entendre cette entrevue avec les gens derrière Zensor. On leur souhaite la meilleure des chances pour trouver leur financement puis que ça se développe parce que c'est important. Une fois que tu as cette idée-là de pouvoir le mettre en branle et de trouver finalement ton marché et que ça s'envole. Jean-François, merci beaucoup pour ces yeux-là un peu partout pour trouver ces rencontres-là. Et puis, ben, on écoute l'entrevue, puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Salut! Salut, c'est toujours un plaisir. Bye-bye. Bye. Notre nom, c'est Zensor, technologie Zensor Inc., mais Zensor, c'est beaucoup plus facile. Ça vient vraiment de la combinaison de Zen, donc paix d'esprit, et Sensor, donc les capteurs. L'idée de base derrière ça, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est rassurer les proches des gens qui vivent seuls, de manière à travers justement des petits objets que l'on place chez ces gens qui vivent seuls là. Donc c'est parti d'une histoire personnelle. Ma tante est tombée en sortant de sa salle de bain
Et ça nous a pris 4 jours pour se rendre compte que finalement, tante Thérèse ne pouvait pas se relever, puis était encore sur le sol de sa salle de bain. Donc, ça a un petit peu chamboulé notre famille. Donc, rendu là, on a commencé à chercher des solutions pour pas qu'il arrive la même chose qui est arrivé à tante Thérèse à notre grand-mère. Donc, on a cherché un peu toutes les solutions existantes, comme les boutons d'urgence, etc. Puis, à chaque fois, elle refusait catégoriquement d'utiliser ces solutions-là parce que son opinion, c'était que ces solutions sont pour les personnes âgées et elle n'était pas âgée. Elle avait 75 ans à peu près, ce n'était pas du tout pour elle encore, elle n'était pas rendue là dans sa tête. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème pour prendre soin des gens qui vivent seuls en général. Donc peu importe leur âge, peu importe leur situation, mais des gens qui vivent seuls, il y a une grande difficulté à savoir est-ce que ces gens-là sont encore en santé, vont encore bien. La seule solution finalement qui est la plus pratique, c'est vraiment un contact régulier. Donc dire tous les 2 jours, j'appelle ou j'écris par exemple à ma mère pour savoir puis en prenant de ses nouvelles, on sait qu'elle va bien. Sauf que c'est ça, puisque c'est ponctuel, puis c'est pas nécessairement très constant, ça peut arriver que plusieurs jours passent sans qu'on se rende compte que ces personnes vont bien. C'est vrai. Donc, on a créé une application qui permet facilement en ouvrant en quelques secondes de juste voir il y a eu de l'activité chez cette personne-là il y a 5 minutes, sans savoir plus de ça. Donc, on cherche vraiment à conserver finalement la vie privée de la personne qui vit seule, c'est qu'elle a ces capteurs-là. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on sait, c'est il y a eu l'activité ou pas et il y a combien de temps. Et les capteurs qu'on place, ils n'ont pas de microphone, pas de caméra, ils sont placés sur des objets. Puis ça aussi, c'est une petite twist qu'on essaie d'amener justement. Donc, on ne suit pas du tout le déplacement de l'humain à travers les pièces, on suit le déplacement d'objets. Donc, tous les jours, on se fait à manger. Quand on se fait à manger, on a tendance à ouvrir la porte de son frigo. Donc, si on sait que la porte du frigo a été ouverte à travers ce petit capteur-là, on sait que la personne se déplace encore. Donc, en plaçant 2, 3 dans la maison comme ça, on a une bonne idée de est-ce que la personne est encore en vie, est-ce que la personne va encore bien, est-ce qu'elle se déplace, est-ce que tout est sous contrôle, sans rentrer dans les détails du tout de qu'est-ce qu'elle est en train de faire spécifiquement. Donc, tout ce qu'on sait, c'est ça va bien. C'est un capteur de mouvement, donc, dans le fond. Exactement, mais le capteur lui-même doit se déplacer. Donc, c'est pas le mouvement de quelqu'un devant le capteur, c'est vraiment le capteur lui-même qui se déplace. Donc, un peu comme les accéléromètres dans nos téléphones qui permettent de faire la rotation de l'écran quand on tourne le téléphone. Donc, dans l'absolu, on peut en mettre sur des endroits qu'on sait qu'ils vont bouger, comme tu dis, le réfrigérateur, le lit, peut-être même à la limite. Si on voit que le lit bouge toute la journée, c'est peut-être pas un bon signe. Quoique c'est peut-être un très bon signe aussi, pour d'autres raisons. Ça dépend de l'âge de la personne. Ça dépend de l'âge de la personne, quoique. Mais donc, globalement, c'est comment fonctionne votre modèle d'affaires? Vous les positionnez, vous en offrez un certain nombre contre un abonnement mensuel ou comment Exactement. Ça fonctionne? Donc, les 3 capteurs, en fait, sont connectés à un petit gateway central, puis ça, on peut en parler plus tard. C'est un choix très conscient pour faciliter l'installation et l'expérience utilisateur. Mais, donc, oui, ils viennent avec 3 plus ce petit gateway central au coût de $19,99 par mois. Donc, sans coûts initiaux. Donc, les capteurs eux-mêmes sont fournis avec l'abonnement. Il n'y a pas d'achat, puis il n'y a pas de techniciens qui viennent non plus chez vous. C'est vraiment juste une boîte que l'on reçoit. On place les capteurs en suivant une sorte de petit manuel d'instruction qu'on fournit pour essayer de favoriser le placement parce que ça, c'est l'autre chose. Les capteurs sont placés dans des endroits très personnalisés pour chaque personne. On n'essaie pas d'être une solution générique. Donc, l'exemple que je donne tout le temps, c'est si quelqu'un, par exemple, super, elle a une garde-robe chez elle, mais finalement, tous ses habits sont placés sur la chaise à côté, le placer sur la porte de la garde-robe, ça ne servirait à rien. Mais si cette même personne, par exemple, elle a des chiens qu'elle fait sortir régulièrement dans la journée, sur la porte du jardin, ça pourrait être un très bon endroit pour placer ses capteurs. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne, puis il peut vraiment être placé sur n'importe quel objet. Donc, oui, en dessous d'une chaise, sur une porte, dans un tiroir, peu importe, tant que l'objet se déplace régulièrement. Ça peut mettre sur une télécommande de télévision si on veut. Après, c'est sûr qu'il est un peu plus visible sur une télécommande de télévision, mais sur n'importe quel objet qui se déplace, ils peuvent être placés. On se base donc sur l'expérience qu'on connaît de la personne qu'on veut monitorer pour placer les capteurs aux bons endroits, quoi. C'est ça, avec on essaie de guider justement lors de l'installation. Donc, c'est sûr qu'il y a des activités classiques qu'on fait à peu près tous les jours. Les typiques, justement, c'est s'habiller, manger, aller aux toilettes. Donc, tant qu'on arrive à échantillonner un peu ce genre d'activité-là, on est sûr qu'il y a plusieurs pings d'activités, si on veut, à travers la journée. Parce qu'on ne veut pas non plus mettre un capteur sur quelque chose qui se déplace une seule fois le matin au moment où la personne se lève, qui n'est plus du tout utilisé au courant de la journée. Après, ça perd un peu son utilité. Et les petits capteurs se connectent directement sur le réseau Wi-Fi de la personne, donc? C'est ça, exactement. Donc oui, là, on rentre dans l'utilité du petit gateway. Donc, on a remarqué que beaucoup des solutions aussi, puis on en a testé beaucoup justement pour ma grand-mère, c'était très compliqué, dans le sens qu'il y a beaucoup des capteurs, il fallait qu'on les configure chacun au Wi-Fi de la personne. Donc ça demandait de rentrer 17 fois un SSID, 17 fois le même mot de passe, et c'est frustrant. Donc on s'est dit, on ne voulait pas de ça du tout. On veut que notre système, parce que surtout que
installer ce genre de système, il y a déjà une réticence à la base de la part des gens. Donc, on voulait essayer de limiter le plus possible cette réticence en rendant ça tellement évident et tellement simple à installer qu'il n'y avait aucune question qui se posait. Donc oui, les petits capteurs, en fait, eux, ils communiquent par Bluetooth à ce gateway-là, que lui, après, on branche dans le mur et directement par fil dans le routeur. Donc en soi, il n'y a pas besoin de configurer aucun mot de passe, il n'y a pas besoin de se rappeler d'aller trouver ce petit bout de papier qui est quelque part dans un tiroir. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le brancher dans le mur, dans le routeur, puis après placer le capteur vraiment dans la porte avec le ketchup, puis boum, tout est opérationnel en après 5 minutes. Ah oui, tu peux le mettre à l'intérieur du frigidaire, tu sais? Oui, et dans le frigo, à date, on n'a aucun problème au niveau de la durée de vie de la batterie liée à la température liée au frigo. OK, donc tous les petits capteurs donc, sont sur batterie, là. Oui, exactement. Ils sont sur pile, puis ça aussi, c'était un choix, je dirais, très conscient pour essayer de favoriser la facilité de l'utilisation. Donc, c'est des piles AAA qui sont très facilement, qu'on peut trouver à peu près n'importe où. Et l'énorme avantage que ça, c'est que ça se remplace aussi en à peu près 10 secondes. Mm-hmm. Dès qu'on a trouvé les piles. Donc, parce que le problème avec les batteries, c'est on se regarde des batteries lithium-ion, c'est que ça dure longtemps, mais une fois que la batterie est morte, faut patienter, il faut la mettre à recharger. Ça se peut que les batteries ne meurent pas toutes en même temps, donc il faut qu'on s'assure d'avoir une bonne rotation de batterie, être en train de la recharger quand on est chez la personne, pas l'oublier. Alors que là, c'est très facile, on fait juste décrocher le capteur, ouvrir le petit boîtier, on remplace les 2 piles, on le remet, puis il est reparti. Et j'imagine que l'enfant en question ou la personne aidante, on lui mentionne sur l'application quand elle moniteur ses parents qu'il y a une batterie prête à être changée. Ça force les proches aidants à se déplacer pour aller voir les parents, quoi. Exactement, oui. En fait, donc il y a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est dommage, en fait, votre solution, finalement, ça peut avoir tendance à déconnecter les liens qu'il y avait entre justement les proches aidants et par exemple leurs parents. Notre but, c'est justement de faire tout le contraire, parce que si on revient à l'histoire de ma grand-mère, en fait, ça nous forçait à l'appeler 2-3 fois par jour juste pour s'assurer est-ce qu'elle va encore bien. Mais on perdait toutes ces connexions puis ces discussions profondes qu'on pouvait avoir avec ma grand-mère, justement, parce que finalement, on l'appelait tellement régulièrement et juste pour savoir est-ce que tu vas encore bien, qu'on perdait tout ça. Donc, notre but, c'est d'enlever ces discussions-là, justement, qui sont juste finalement un check-in plutôt que de savoir si vraiment la personne va bien, pour recentrer sur des discussions et vraiment prendre le temps de discuter, de parler avec la personne. Et donc oui, à travers aussi le changement de pile, forcément, il faut se déplacer chez la personne. Et oui, sur l'application, on voit le niveau de pile des différents capteurs pour s'assurer d'échanger au bon moment, puis pas qu'il y en ait qui meurent, puis qui restent pendant un certain temps sans activité. Tout en gardant ces informations-là anonymes, j'imagine qu'en même temps, dans le temps, vous allez disposer de beaucoup de data sur la mobilité des gens ou sur, théoriquement, étant comme ça à l'intérieur des vies de certains citoyens, de certains âges ou de certaines gammes d'âges de citoyens, vous allez littéralement avoir des data qui pourraient être intéressantes pour peut-être pouvoir faire de la prévention à terme, là. Donc, je vais aller pour oui et non dans cette réponse-là. Dans le sens que oui, c'est une idée que l'on a pour la vision long terme de Zensor, justement, c'est de pouvoir aller chercher cette prédiction-là. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui prouvent effectivement qu'en analysant les habitudes de vie des personnes, puis en remarquant des écarts par rapport à la moyenne ou des diminutions ou augmentations par rapport à l'histoire de la personne, on arrivait à déceler des problèmes de maladie avant même que la personne ne sache qu'elle les a. Carrément. Par contre, pour l'instant, c'est pas dans notre roadmap actuel, simplement parce que justement, on se concentre encore sur cette histoire de conserver la vie privée le plus possible. Même nous, en fait, on n'a aucune idée où les capteurs sont placés. Donc, non seulement les proches ont aucune idée du ping d'activité, est-ce qu'il y a du frigo ou des toilettes. C'est plus difficile d'en tirer des data, oui, je comprends. Et ça, nous, on ne le sait pas non plus. Nous, tout ce qu'on sait, c'est capteur 8C, AB, etc. Le nom du capteur vient de s'allumer, il vient d'avoir un ping d'activité. Mais nous, ça, c'est suffisant pour faire nos analyses de routine parce que notre algorithme, lui, il n'y a pas besoin de savoir est-ce que c'est le capteur lié aux toilettes ou le capteur lié au frigo qui vient de s'activer. Tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que d'habitude, le capteur lié au frigo s'active à peu près 10 minutes avant le capteur lié aux toilettes, tous les matins entre 8h et 8h30, sans avoir le détail de voici l'activité spécifique qui s'est faite. Et c'est étonnant que les résidences de personnes âgées ou autres n'ont pas ce genre de système-là, déjà implanté. Je sais qu'ils ont des vérifications verbales. Parfois, il y a un intercom qui s'allume et on demande est-ce que vous avez pris vos médicaments, etc., etc. Mais ça reste un truc qui est
verbal, c'est bien aussi, là. Mais j'imagine que ce genre de système-là pourrait intéresser des grandes résidences ou des grandes chaînes de résidences pour personnes âgées au Québec, là. Ben, on le souhaite, en fait, c'est un peu ce qu'on est en train d'explorer en ce moment. Justement, en ce moment, en France, par exemple, il y a plusieurs résidences pour personnes âgées qui sont très intéressées par notre système. Ah oui. Parce que oui, effectivement, il y a des résidences qu'on a visitées, il y avait 2, je dirais, types de systèmes de prévention de problèmes comme ça. 3, disons. Un, c'est les boutons sur les murs. Donc ça, il faut tirer, mais après, forcément, si tu n'es pas à portée de ce bouton-là, c'est moins pratique. Ensuite, c'est le classique, le bouton d'urgence qu'on porte. Mais ça aussi, même juste dans les résidences pour personnes âgées qu'on a visitées, il y a une réticence importante à l'utilisation de ça. Et les gens se sentent presque forcés à le mettre juste parce qu'ils n'ont pas le choix, mais s'ils avaient d'autres options, ils choisiraient d'autres options. C'est dégradant de se mettre un truc dans le cou pour dire que peut-être si je m'effondre, je vais pouvoir peser dessus. Puis c'est encore si je suis conscient que je peux le faire. Si je ne suis pas conscient, je ne peux pas le faire. Là. C'est ça, exactement. Je veux dire, ces systèmes-là, autant qu'ils ont énormément d'avantages spécifiquement liés à la rapidité d'alerte, effectivement, ils ont l'énorme inconvénient de, il faut le porter, puis c'est pas tout le monde qui aime le porter ou qui veut le porter. Puis après, oui, il faut être conscient puis être capable d'atteindre le bouton au moment de la chute, parce que si les bras sont coincés en dessous du corps puis on n'arrive pas à appuyer dessus, c'est pas non plus aussi pratique que ça. Donc oui, on souhaite, pour revenir, la troisième option qu'on a vue, comme tu as dit, c'est un peu l'intervention humaine. Donc par exemple, c'est des gens qui mettent des marques sur les portes ou un truc comme ça. Donc tant que la porte n'est pas ouverte, la marque, elle reste. Il y a d'autres systèmes comme ça, mais oui, effectivement, c'est beaucoup d'implications humaines actuellement. Donc effectivement, on souhaite que notre système puisse être implanté dans des résidences pour, je dirais, nouveaux seniors. Donc seniors autonomes, on ne parle pas de CHSLD où les gens il y a déjà un grand suivi médical, parce que ça, notre système, il ne pourrait pas détecter un problème suffisamment rapidement. En cas de problème, ils ont déjà suffisamment de suivi à travers la journée, mais on parle vraiment de seniors autonomes qui veulent juste ne plus s'occuper de leur maison, qui veulent vivre dans une communauté ou pouvoir aller manger dans un restaurant régulièrement. Ça, c'est les établissements qu'on vise. C'est intéressant. Et quelles sont les prochaines étapes donc pour Zensor? Qu'est-ce que vous voyez dans l'année qui vient, là? Donc là, on est vraiment en phase pilote. Donc, on est en train de tester justement notre solution, notre proposition de valeur, autant en Amérique du Nord, donc principalement au Québec, mais aussi en France, justement, parce que c'est là où on a eu beaucoup plus d'intérêt au niveau des maisons pour personnes âgées. C'est là où ça bouge un peu plus vite qu'au Québec. Donc, on espère que on va réussir à rentrer au niveau québécois là-dedans, mais c'est beaucoup plus long à ce niveau-là. Donc, je dirais que les prochaines étapes, c'est vraiment obtenir la certification pour notre produit, puis vraiment pousser le développement de ce produit-là, commencer à obtenir de plus en plus de retours utilisateurs, parce que c'est de nouveau, je pense que comme tout entrepreneur, on est très content de notre idée, on pense qu'on a une super idée, mais est-ce que réellement dans le marché elle va s'appliquer? Ça c'est là la vraie question. Puis c'est ça qu'on cherche à valider en ce moment, c'est est-ce que notre idée qu'on a développée en parlant aux gens autour de nous s'applique à plus grande échelle? Olivier, je te remercie vraiment beaucoup pour cette conversation et on souhaite longue vie à Zensor. Merci beaucoup Jean-François. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités et puis merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulet pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez été là jusqu'à la toute fin de cette édition. Merci d'avoir passé ce bout de temps avec moi. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, n'oubliez pas, il y a 120 secondes de tech qui est maintenant disponible. Vous vous abonnez tout simplement, puis vous allez le recevoir parallèlement à Mon Carnet. Entre-temps, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve vendredi. Portez-vous bien.